Moi, jamais dans mon passé, j'ai évoqué une émotion, je ne sais même pas ce que c'était en fait. Jamais jamais j'ai eu l'occasion de parler de ça avec mon père, ou même jamais ça lui serait venu à l'idée de me poser la question, et encore moins lui de me montrer la moindre émotion. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Avant de commencer, je vous propose un deal. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. En échange, je vous offre 50 minutes d'une conversation passionnante. Franchement, c'est plutôt équitable, non ? Et surtout, c'est ce qui nous permet de continuer et de faire exister ces paroles précieuses. Alors, merci. Mon invité du jour aime à dire qu'il n'existe pas de carte de parent. Il faut faire ses preuves, quoi. Pourtant, personne ne nous explique vraiment comment on devient parent. Les mères, on suppose qu'elles sauront. Le mythe de l'instinct maternel, tout ça. Dans les faits, elles apprennent souvent seules, sur le tas, dans l'urgence et le stress. Elles reçoivent quelques conseils à la maternité, le bain, la couche, et puis bonne chance, comme dirait l'autre. Quant aux pères, on leur dit qu'ils vont trouver leur place, mais sans outils, sans accompagnement et sans modèle clair. Résultat, un écart de savoir qui se creuse dès les premiers jours. Elle devient celle qui gère, il devient celui qui aide. Et cet écart ne fait que grandir. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a décidé d'accompagner les futurs pères autrement. Gilles Vaquier de Labaume a créé l'atelier du futur papa. Un programme qui enseigne aux nouveaux et futurs pères les gestes concrets de la parentalité. Les soins, la sécurité, la santé et l'évolution de bébé. Des compétences pratiques pour s'impliquer pleinement dès le début. Ce qui me frappe dans cette démarche, c'est qu'elle révèle un vide immense. Un vide qui concerne tout le monde finalement. En creusant le sujet, je me suis rendu compte que cet accompagnement structuré, ce que propose Gilles au papa, n'existe quasiment nulle part. Pour les mères non plus, qui se débrouillent comme elles le peuvent sur Insta ou sur des forums. Pour autant, la difficulté des hommes à trouver une place en tant que père n'est pas facilitée non plus par notre modèle de société où l'homme reste assigné à la fonction de gagne-pain. Aujourd'hui, avec Gilles, on parle de paternité en 2026 et vous l'aurez compris, plus spécifiquement de la paternité vécue par les hommes cis en couple hétéro. On parle de cette fameuse place du père, de répartition des tâches et de ce que ça veut dire concrètement d'être père aujourd'hui dans ce contexte. Bonjour Gilles et bienvenue dans Alors c'est pour quand ? Bonjour Octavia et merci beaucoup pour votre invitation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on devient coach ? Je mets des guillemets parce que coach maintenant c'est un terme qu'on utilise vraiment partout, mais coach de futur père. Et quel a été ton parcours jusqu'à la création de l'atelier des futurs papas ? Il y a 12 ans de cela, ma fille est tombée dans les escaliers alors que je devenais jeune papa. On a vécu un traumatisme immense avec un diagnostic qui était engagé très, très largement. Et par miracle, je ne sais où, elle est ressortie sans séquelles, ce qui était absolument pas prévu au départ, c'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, à partir de là, ça a été la faille à partir de laquelle j'ai cherché à comprendre comment est-ce qu'on pouvait faire finalement pour se préparer et éviter cela, et surtout éviter que ça arrive aux autres. Donc, je me suis lancé et j'ai lancé l'atelier du futur papa. Tu as démarré par l'aspect sécurité, en fait, en pensant notamment à ta fille. Exactement, Okay. Tout à fait. C'était la santé parce que j'étais formateur en pharmacie et que je maîtrisais le sujet. Et la sécurité, c'était mon drame heureux, comme je me plais à l'appeler. Et de là, j'ai tiré un fil d'Ariane, un fil de sécurité, parce que ça m'aidait à me reconstruire. Et en même temps aussi, j'ai compris que je pouvais faire du bien aux autres. Et au-delà de ça aussi, leur éviter qu'il leur arrive la même chose que moi.
Du coup, on va revenir tout de suite à tes débuts, justement, en tant que fondateur de l'atelier des futurs papas. Tes premiers clients, c'était des couples d'hommes en famille homoparentale. C'est vrai. Et tu as raconté dans le podcast qui s'appelle Histoire de Daron que eux, en fait, contrairement aux hommes en couple hétéro, ne pouvaient pas se cacher derrière la mère, quelque part, puisque c'était deux pères. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a appris sur la paternité en général, ces premiers échanges, justement? Alors, donc effectivement, j'ai pu débuter cette activité grâce au couple gay. Notamment, c'est le patron de l'ADFH, qui est l'Association de défense des familles homoparentales, qui était le tout premier papa à participer. Et il y a 12 ans de cela. Et il en a parlé autour de lui aux autres couples de papas qui allaient faire des GPA. Et finalement, le temps a passé et puis ils sont venus de plus en plus nombreux. Et la différence, c'est vrai, comme tu le disais, Octavia, c'est que certains hommes, donc dans un couple hétéro, peuvent se cacher derrière la maman sous prétexte qu'elle sait. De par son genre, elle sait forcément faire, alors ça les arrange bien. Donc le mythe de l'instinct maternel, on y revient souvent quand même. Exactement. et puis finalement, eux, il n'y a pas cette idée derrière. Donc ils sont tous les deux de front face à la problématique de la parentalité. J'ai pu débuter, améliorer le fond comme la forme, grâce à ces couples de papas qui venaient de plus en plus nombreux et jusqu'à aller intéresser par extension les papas hétéros. Entre 2012 et 2026, parce que toi, c'est depuis 2012 que tu accompagnes justement les futurs papas, quelles évolutions tu as observées dans la manière dont les hommes abordent la paternité? Et est-ce que tu trouves que les attentes, elles ont changé, les questionnements? Vaste question, j'imagine. Ah oui. Alors oui, tout a changé. On peut même dire oui, vraiment, tout a basculé du tout au tout. Au début, on avait des pères qui étaient complètement absents et c'était normal qu'ils soient absents. Ensuite, ils s'intéressaient un peu à la parentalité, notamment par l'achat du matériel. Donc déjà, ils faisaient un grand pas. Ensuite, on a eu des papas qui changeaient la couche une fois par jour et c'était aussi quelque chose d'immense. Et puis finalement, aujourd'hui, on a des papas qui sont vraiment, dans une dynamique d'apprentissage avec une volonté farouche de vouloir s'investir pleinement dans cette parentalité et à contrario, on va dire, ça se fait de surtout pas passer à côté, quoi. Il y a cette interrogation finalement subconsciente qui devient consciente maintenant, qui est de ne pas passer à côté et surtout de créer un lien fort avec cet enfant. Comment on fait sans avoir des modèles d'appui, des repères, de reproduction, et puis aussi de pouvoir, et ça c'est nouveau, de pouvoir aussi cette question du lien avec la maman, donc dans le cas du nouveau couple. Voilà, ça je crois que c'est une conscience qui est parce qu'il pose des questions, il s'intéresse sur les phénomènes qui vont accaparer, si j'ose dire, la femme en postnatal en termes de dépression postpartum ou voilà de posture psychologique, j'allais dire. Et avant, c'était des questions qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc, il y a vraiment ces deux axes du lien avec l'enfant et de leur posture de papa et conjoint vis-à-vis de la jeune maman. L'idée, c'est d'arriver, comme ils n'ont pas forcément des modèles donc à reproduire, et ben, c'est d'arriver à créer leur propre modèle à eux. Et de casser cette lignée qu'on a toujours connue avec cette paternité absente, violente, le peu de fois qu'elle était là, et rabaissante. Tu parlais un peu de la paternité, la manière dont elle était perçue auparavant, la manière dont elle se transforme actuellement, même si j'imagine que tu as un léger biais, c'est-à-dire que pour moi, les gens déjà qui viennent à tes ateliers sont déjà des gens qui sont concernés par ces sujets-là. J'imagine que voilà, c'est peut-être pas, j'en sais rien, j'ai pas de statistiques en tête ou quoi, mais c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble des pères dans la société. Enfin, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Oui, c'est pas représentatif, bien sûr. Et puis moi, j'ai un biais de confirmation, évidemment. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a de plus en plus de représentativité de ces hommes qui sont mis en scène au travers de publicités et autres en lien avec la parentalité, que finalement, tout doucement, cette grand écart qu'il y avait entre l'homme et la femme en lien avec l'enfant, il est en train de disparaître. Ce que tu dis, c'est que le fait que les représentations changent montre que quelque part,
globalement, la mentalité des hommes et des pères, etc., est en train de changer aussi. Oui, la mentalité respective, mais aussi la mentalité de la société, c'est-à-dire de l'entourage, de ceux qui ne vont pas forcément être concernés par ce phénomène-là, qui sont moins enclins à faire des réflexions ou voilà, avoir des comportements d'évitement ou aussi de rabaissement par certaines petites remarques qui désobligeantes, qui vont piquer le papa, qui va faire une action qui est labellisée maman, j'allais dire. Voilà. Oui, non mais c'est vrai, on en entend encore actuellement, souvent. Oui, mais les changements se font jamais du jour au lendemain, il faut toujours du temps. Du coup, c'est quoi les injonctions qui viennent du passé ? Celles qui ont disparu peut-être et celles qui restent encore présentes selon toi ? Les pères des générations précédentes qui globalement étaient des pères moins impliqués parce que des pères un peu gagne-pain, qui faisaient figure d'autorité, donc souvent juste sévères. Enfin, c'est ce que j'imagine. Oui, bien sûr, mais j'aime bien l'expression, le père gagne-pain. C'est bien, c'est exactement ça. Centré sur l'extérieur avec la fonction financière principale et les pouvoirs. Et puis la maman centrée sur l'intérieur avec on va dire l'affectif. Voilà. Oui. Les différences, c'est que justement sur ce plan affectif dont tu parles, il y a eu ça a énormément bougé et qu'aujourd'hui les hommes osent l'émotion dans la parentalité, que ce soit vis-à-vis de leur enfant ou vis-à-vis de leur conjointe, et c'est vraiment ce qu'il y a de nouveau dans cette parentalité contemporaine. Voilà, du côté des hommes. Aujourd'hui, ils osent. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça, c'est nouveau, c'est différent. Et ça permet aussi pour les enfants de voir que, parce que voilà, c'est à partir de ce qu'ils voient qu'ils vont reproduire, de voir que il n'y a pas de honte à pleurer ou à verbaliser des choses qui ne vont pas et que ça fait partie de la vie, alors qu'avant, nous, c'était complètement caché, voire même interdit. Moi, jamais, dans mon passé, j'ai évoqué une émotion, je ne sais même pas ce que c'était, en fait. Jamais j'ai eu l'occasion de parler de ça avec mon père, ou même jamais ça lui serait venu à l'idée de me poser la question. Et encore moins, lui, de me montrer la moindre émotion. Et donc, ça veut dire que quelque part, du côté des hommes, il faut réinventer quelque chose presque ex nihilo, quoi, quelque chose qui... en tout cas, ne vous a pas été transmis par vos pères et qui n'existe pas vraiment, enfin, qui n'a pas existé jusqu'à présent. C'est exactement ça, tout à fait, exactement. On part d'une feuille blanche et il faut tout réécrire, il faut tout reconstruire parce que ce qu'on a fait jusqu'à présent, on l'a fait parce que c'était comme ça, mais les conditions sont différentes aujourd'hui et donc il faut inventer ce nouveau papa, il faut inventer ce nouveau modèle. Moi, ça m'apparaît important qu'il y ait une ligne d'horizon. C'est-à-dire que, on ne va pas être parfait, mais au moins d'avoir un idéal duquel on puisse, en tendant des bords, auquel on puisse se raccrocher et se rapprocher. Parce que, comme la parentalité n'est pas facile, finalement, comme on a des hauts et des bas, quand on a cet idéal, on sait vers quoi on peut retendre. Alors que quand on n'a pas d'idéal, un jour on pousse un autre, on décroche, et puis on touche le sol. Voilà pourquoi c'est important pour eux de vivre ces moments-là. Et de rencontrer d'autres hommes, parce que si j'ai bien compris, je m'intéresse actuellement aux questions un peu de masculinité. De ce que j'ai cru comprendre un peu en filigrane, c'est que la question du regard des pairs, P-A-I-R-S, entre hommes, est quelque chose de très, très important chez les hommes, et que donc, quelque part, dans les comportements qui vont être adoptés, il y a un enjeu aussi du regard des autres hommes. Énormément. C'est pour ça que quand ils arrivent dans cet espace, il n'y a aucun jugement. Et hyper du coup, important. Il y a cette pression dont tu parlais précédemment du peut-être du jugement possible vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas concerné par l'affaire de la parentalité, qui là finalement est effacé. Et du coup, ça y est, tout de suite, on le sent. Dans les 5 premières minutes, une fois qu'ils sont arrivés, ils commencent à discuter et ça y est, la pression tombe parce qu'ils discutent. À toi aussi, moi aussi, c'est pour quand? Moi, alors c'est pour quand? Et toi, alors c'est pour quand? Et puis ça y est, tout de suite, ça crée le lien, ça. Alors c'est pour quand? Mais c'est exactement ça. Ouais, c'est l'initiation du lien, c'est l'ancrage. Et du coup, c'est quoi les profils des hommes qui viennent à ton atelier quand même Parce que c'est vrai que ce que tu nous décris, parce que je pense que ça correspond aux hommes que tu rencontres toi dans l'atelier, bien sûr. Ça fait vraiment envie. On se dit vraiment les choses évoluent et c'est tant mieux. Et je pense qu'elles évoluent. Oui. Peut-être plus lentement à d'autres endroits que dans l'atelier des futurs papas. Mais c'est quoi du coup le profil des papas qui viennent à ton atelier? C'est des papas qui arrivent de plusieurs horizons, d'horizons différents, qui arrivent même de l'étranger pour beaucoup, qui arrivent la formation Papa Expert à la journée à Paris, qui arrive de tout le lieu de France, mais vraiment du nord comme du sud, donc c'est absolument incroyable. Ouais, génial. Vraiment, ils prennent le train, font les démarches, l'avion. J'ai eu des papas qui arrivaient des Émirats Arabes Unis.
qui prenaient l'avion uniquement pour passer la journée. Enfin voilà, j'ai vraiment eu tous les cas de figure. J'ai eu des papis aussi. J'ai eu un papa avec son fils qui a passé, c'est intéressant, qui a passé la journée de formation en 10 ans. Moi, je viens parce que j'ai raté ce passage avec mon fils et je ne veux pas réitérer avec mon petit-fils. Voilà. Incroyable. Donc voilà, il y a des profils vraiment très enrichissants. Ouais. Ces hommes qui viennent, c'est surtout des hommes qui, dans le fond, n'ont pas envie de passer à côté. Moi, je crois que c'est ça qui se cache. C'est cette idée que il y a une prise de conscience que sans préparation, il y a la possibilité de passer à côté. C'est quoi les questions et les problématiques qui reviennent le plus souvent dans tes ateliers? Si à un moment, il y a un peu de prise de parole, etc., c'est quoi? C'est la question de se mettre à niveau par rapport à la maman, parce qu'on considère que la femme a un savoir inné en lien avec son genre, donc elle sait. Ouais. Donc elle sait forcément, puisqu'elle est femme. Elle est, première de cordée, c'est-à-dire qu'elle va prendre des initiatives quoi qu'il arrive. Et même si elle ne sait pas le faire, elle le fait, parce qu'elle n'a pas le choix. Ouais. Alors que l'homme, lui, il a le choix de se reposer, de se cacher derrière elle. Donc il va dire, écoute, je te laisse faire. Et finalement, ça l'arrange bien, parce que moins il en fait, mieux il se porte pour certains, mais pas pour ceux que je rencontre, évidemment, parce que moi, j'ai ce biais-là. Et c'est aussi, derrière tout ça, de leur dire, tu vas te saisir de cette opportunité, mais en la vivant pleinement, et tu vas voir, tu vas t'épanouir. C'est ça qui est important. Parce que souvent, c'est cette crainte de se dire, oh là là, ça va manger de mon temps, ça va manger de mon énergie, je serai plus le même, on voit de la perte, mais on voit pas le gain. Oui. Et alors, en fait, le gain, il est immense. Ouais, du coup, alors attends. Tac, je me suis perdue. Parce que j'étais en train de penser que j'ai pas dit dans l'intro, en fait, que moi, j'avais un biais par rapport à cet échange. Parce que moi, c'est mon père qui m'a élevé tout seul une partie de ma vie. Et que donc, j'ai aussi eu un père qui était parent référent. Et donc, je sais à quel point, en fait, un père peut être un parent, même tout seul, absolument super. Et donc, quelque part, voilà. C'est un beau témoignage. Mais donc, du coup, j'ai un biais aussi. Ouais. Je précise. Alors, j'aimerais justement qu'on parle un peu de la répartition des tâches dans les foyers, parce que les chiffres restent assez éloquents. Donc, par exemple, dans la BD intitulée « L'arnaque des nouveaux pères » de Guillaume Dodin et de Stéphane Jourdain, on apprend, donc c'est une BD, je crois, qui date de 2024, sauf erreur, on apprend que 71% des mères, par exemple, font les valises de leurs enfants quand on part en vacances, contre 12% des pères, ou que 72% des mères vont laver le linge, contre 13% des pères. On peut continuer un peu comme ça à l'infini. Comment tu expliques ces écarts massifs et surtout, comment on en sort de ça? Puisque finalement, la parentalité, et je pense que j'imagine que c'est quelque chose que tu leur dis, n'est pas uniquement de jouer avec son enfant, oui. Mais il y a aussi toute la logistique qui est beaucoup moins fun et qui n'est pas un lien direct avec l'enfant. Exactement. Alors déjà, en postnatal, ce que je leur partage, c'est que souvent, on aurait tendance à faire focus sur le nourrisson et que moi, je propose une hiérarchie, c'est-à-dire 1, de s'occuper de la maman, 2, de l'environnement et 3, du bébé. Parce que le premier des soins doit être apporté à la maman. En deuxième lieu, c'est l'environnement parce que c'est ce qui va la tracasser. Et troisièmement, c'est le bébé. Et c'est tant mieux parce que plus le bébé est avec la maman au début, par la voix et par l'odeur, plus il va être rassuré. Ça va répondre à son besoin. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut enclencher une bonne dynamique de vie de famille. Voilà, le conseil que je leur partage, c'est ça. C'est-à-dire que ça va à contrario de l'idée d'être un papa parfait dès le départ. C'est pas ça l'idée. Et de vouloir absolument être à fond. Alors, être à fond, oui, mais avec la bonne hiérarchie que je propose. Je pense que ça, c'est intéressant. Il y a des habitudes en fait qui sont prises et quand les habitudes sont prises, elles sont dures à casser. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire la façon dont un jour on pousse un autre au quotidien, ça y est, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, on considère que c'est acquis et on va pas prendre l'initiative d'eux. Et c'est souvent d'ailleurs le reproche que font les femmes. Puis il y a cette idée reçue du passé aussi, comme quoi c'est un domaine qui appartient aux femmes, mais pas principalement, et pas aux hommes. Donc voilà, donc on la laisse faire parce que toujours pareil, elle sait mieux faire. Oui, les stéréotypes qui restent ancrés. Exactement. Mais je crois beaucoup la problématique de l'habitude parce qu'on se rend pas compte et que voilà, elle fait ça, moi je touche plus. Ouais. Alors que finalement faut vraiment être un papa composite et multi-opérationnel. Et le retour justement après l'accouchement à la maison, où peut-être la mère
a besoin surtout de se reposer, peut être l'occasion pour le père justement de mettre le pied à l'étrier de choses qu'il ne faisait pas auparavant, puisque elle a besoin de temps. Exactement. Oui, donc ça représente quand même un moment en fait un peu clé. Oui, c'est un moment charnière où il faut réorganiser les tâches. Et moi, je leur partage un tableau que j'ai de réorganisation des tâches au quotidien aussi, qui peuvent les aider ou pas. Après, c'est à eux de s'en saisir ou pas. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, quand même, qu'on pourrait incriminer, si j'ose dire, aux femmes, qui est cette idée d'avoir le contrôle sur la situation et qu'arrive un moment, il faut lâcher le contrôle, justement, en postnatal. Mais pour lâcher le contrôle, il faut qu'elles se disent, la personne qui va prendre le relais est aussi efficace de moi. On est d'accord, Gilles. Ou le sera tout au moins. On lâche le contrôle quand on est sûr que... Et il faut être sûr et certain. Et même des fois, quand le papa est équipé, si j'ose dire, on se dit que même s'il fait exactement la même chose, c'est que ça reste toujours mieux fait par moi. Donc voilà. On reviendra justement sur ce sujet du contrôle. Alors, je vais te passer des extraits et puis tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Donc, il s'agit d'extraits de... Alors, le premier, c'est un extrait de Guillaume Daudin, donc, qui est l'un des auteurs dont on parlait de la bande dessinée L'arnaque des nouveaux pères. Je te fais écouter l'extrait et puis tu me dis ce que t'en penses. Fondamentalement, dans cette BD, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Nous, on a l'impression, avec Stéphane Jourdain, que le verre, il est à moitié vide, que les pères, aujourd'hui, n'ont pas avancé suffisamment vite, ou en tout cas pas aussi vite que les mères qui sont plus exigeantes qu'avant et qui ont bien raison de l'être, parce que le monde a changé, il y a eu MeToo, et on demande aux pères, aujourd'hui, d'être aussi engagés en actes qu'ils le sont sur leurs réseaux sociaux, sur la manière dont ils se racontent comment ils sont pères. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu observes un décalage quand même entre ce que les pères disent vouloir faire et ce qu'ils font réellement ? Alors, je pense que c'est un peu normal parce que y a toujours un temps, je pense, à la mise en pratique qui est beaucoup plus long de notre côté. Voilà. D'accord. Donc, il y a déjà la prise de conscience, c'est bien, mais de là à la traduire concrètement dans des actes du quotidien, déjà, il y a un temps de latence. Il y a une force d'inertie énorme en plus dans le domaine. On va pas se donc mentir. ce qu'il dit là est tout à fait, finalement, c'est juste qu'il est en train de mettre le doigt sur la bulle entre deux situations, je crois. Voilà, parce que maintenant, même si moi j'ai toujours ce biais de confirmation, évidemment, mais on remarque quand même que depuis, j'en ai croisé encore un papa tout à l'heure, des hommes seuls qui portent leur bébé dans le porte-bébé, dans la rue, enfin, voilà, il n'y a pas de... Ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas il y a 50 ans ou 40 ans. Encore plus près que ça, même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. Oui. Je me rends pas bien compte. Si, c'est certain. Oui, moi j'ai bien vu l'évolution parce que j'avais le regard vraiment très porté là-dessus. Ouais. Ça, on voyait très, très, très peu. Donc, on voyait un papa pousser une poussette, mais avec une maman à côté. Ou... Voilà, alors que maintenant, on peut les voir tout seul dans un square. Non, il y a une évolution qui est énorme. Mais évidemment, il y a ce temps entre le moment où la société dit on ne peut plus fonctionner comme ça et le moment où eux se mettent en mouvement et passent à l'action. Alors, je te fais écouter un deuxième extrait. Toujours pareil, Guillaume Daudin. Les pères se sentent compétents en la matière, mais pour que les pères puissent avoir de l'espace, pour que les femmes, les mères lâchent du lest, il faut aussi que les pères soient au niveau. Il faut qu'ils évitent ces comportements qu'on a documentés dans la BD, qui peuvent être des comportements d'évitement, un peu de sabotage, où on fait en sorte que les tâches ménagères restent toujours entre les mains des mères parce qu'on préfère ne pas les faire. Il y a toujours un avantage pour les pères à profiter du patriarcat et du fait que on n'a pas à se préoccuper de tout un tas de choses, que ce soit d'organisation ou de charge mentale. Et il y a peut-être un mouvement à faire et on pense quand même au final que c'est largement le mouvement principal qui est nécessaire en la matière. Est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue, justement, en quoi consistent ces comportements d'évitement ou de sabotage ? Tout simplement, pour certains, moins on en fait, mieux on se porte. D'accord. Voilà. Donc, c'est une manière de hiérarchiser le front de la difficulté, c'est-à-dire qu'il y en a un qui passe devant qui s'appelle la mère et moi je suis derrière en ressources potentielles. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis là. Toujours pareil, on revient à cette idée. Donc, ça sabote la dynamique de vie de famille parce que il faut être compétent, il faut être équipé et que moi je comprends ce qu'il veut dire, c'est cet engagement dont il parle, mais il faut aussi entendre qu'il y a des hommes qui n'y arrivent
arrivent pas. Et non pas parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils savent pas comment faire, on n'est pas là-dedans, c'est qu'on ne les laisse pas faire. Et ça, faut quand même aussi dire que, et c'est là de toute la difficulté de l'équilibre en postnatal, c'est que les mères vivent la parentalité avec une forme d'inquiétude permanente, de considérer qu'elles sont en mode survie avec leur enfant, et du coup, ça ferme le champ opérationnel aux hommes. Et c'est aussi ça qu'il faut aller interroger de l'autre côté pour aller à contresens de ce qu'a dit Guillaume, parce qu'on ne peut pas uniquement accuser les hommes. Il y en a plein, moi j'ai toujours pareil par ce biais, mais il y a quand même plein de retours d'hommes qui me disent « j'aimerais, mais à chaque fois que je fais quelque chose, je me fais rabrouer ou elles considèrent que c'est moins bien fait qu'elle. Et du coup, quand on se fait rabrouer 2-3 fois, on n'y retourne plus. Et il y a la maman qui est dans cette inquiétude permanente, qui n'ouvre pas le champ opérationnel. Et il y a besoin, au contraire, d'inclure l'homme, d'ouvrir ce champ opérationnel et de le valoriser. Finalement aussi, on déconstruit ça et ces problématiques un peu qu'on appelle de sabotage, aussi en fait en faisant baisser la pression sur la mère, parce que je pense que la mère, je pense qu'elle a une pression énorme parce qu'elle considère qu'en fait, tout ce qui va concerner l'enfant va dépendre uniquement d'elle. Et je pense que même si elle est en couple, je pense que c'est une pression qui est absolument monstrueuse. En plus, quand il s'agit de la vie d'un petit être hyper fragile. Oui. Et donc, quelque part, en faisant rebaisser un peu cette pression, en répartissant les choses, ça permet aussi de détendre les relations et justement tout ce qui peut être lié aux différentes tâches, etc., quoi. Bien sûr, donc on voit bien que plus ça va être partagé, moins ça va peser. Mais faut-il encore qu'elle donne la clé pour ouvrir cette partie qui est un peu souvent enfermée par ailleurs. Mais j'essaie de réfléchir par rapport à ça. La société quand même impose aux mères de prendre toute la charge souvent. Parce que, par exemple, je sais pas, on voit encore des mèmes sur les réseaux sociaux où il y a une mère qui arrive de sa course d'un marathon ou je sais pas quoi, et en fait où elle passe sa ligne d'arrivée sans prendre ses enfants dans ses bras qui sont avant la ligne d'arrivée. Et il y a beaucoup de gens qui sont outrés en mode quelle mauvaise mère et tout. Je pense que des pères qui font ça, il y en a plein, et sûrement plein en mèmes et tout, mais on le relève pas. C'est vrai. Et donc il y a un truc, je pense, pour les mères aussi. Il y a un jugement qui est différent. Et donc je pense qu'en fait c'est une telle pression intérieure, mais aussi qu'elles se mettent, mais que je pense que la société aussi qui fait qu'effectivement il y a un espèce de nœud. Oui. Après je veux pas faire de la psychologie de comptoir, je suis pas psychologue ou quoi. Non, mais c'est vrai, on est là-dedans. Je me demande, oui, c'est ça. Et c'est ce qui fait aussi que du coup le père qui tente de faire quelque chose et c'est pas fait exactement comme il faudrait, bam, ça explose quoi. Aussi, oui, tout à fait. Et aux yeux de la société, le peu qu'il va faire, ce sera magnifique. Et la mère qui va se lever 10 fois, ce sera normal. Ouais. Donc pour le regard extérieur, donc il y a moins de pression évidemment par rapport au regard extérieur, parce que le peu qu'il va faire, on va dire que c'est exceptionnel. Cette même chose répétée 100 fois par la maman dans la même journée, ce sera normal. Oui. Donc on passe d'une qualificative d'exceptionnel à normal. Donc évidemment il y a un décalage d'appréciation qui fait que ça lui fait un poids énorme. Ouais, non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a en fait, on en revient toujours aux stéréotypes et à ce qui est attendu d'un côté et de l'autre, quoi, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Dans ton expérience, justement, on en parlait un petit peu. Qu'est-ce qui empêche vraiment les pères de prendre leur place ? Est-ce que cette mise à côté vis-à-vis de l'enfant, est-ce que l'évitement, il est conscient ? Est-ce que tu vois d'autres mécanismes à l'œuvre, notamment au sein du couple, justement, ou pas que, d'ailleurs, au niveau de la société ? Parce qu'on sait, par exemple, qu'un homme qui devient père financièrement, je crois qu'il obtient une augmentation assez rapidement après ça dans son travail. Une femme, à l'inverse, va avoir une baisse de ses revenus par les temps partiels, etc. Voilà. Donc, la société est aussi construite de manière stéréotypée. Bien sûr. Que chacun, le père gagne-pain, c'est ce qu'on disait, et la mère du côté des enfants. Oui, ça entretient le phénomène. Et tu vois, ça, c'est des choses que tu vois encore, toi, quand tu accompagnes... Alors, qu'est-ce qui empêche vraiment les pères de prendre leur place ? La peur. La peur, d'accord. Voilà, parce que la peur, parce qu'ils savent pas comment faire, parce que c'est nébuleux et c'est ce qui revient toujours. C'est quand, comment, où, par où on commence, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai la crainte comme on dit, la crainte de casser le bébé. Il y a que eux qui verbalisent ça, mais c'est la crainte en général. C'est pas juste la crainte du bébé, c'est la crainte de tout ce qu'il y a autour. Ouais. La crainte aussi de mal faire. On en a parlé. C'est la maman qui est aussi des fois trop dans le contrôle, et aussi pour certains la facilité de se cacher derrière.
cette figure de proue qui est la maman dans cette parentalité. Ça leur convient bien, ça les arrange bien parce que ça leur permet de continuer leur vie presque comme si rien n'avait changé. Parce que finalement, c'est assez normal dans la société d'être un père moins impliqué que la mère, ça choque personne. Enfin, c'est peut-être triste à dire, mais c'est pas méga choquant. Et à contrario, on peut dire celui qui est super impliqué, c'est choquant. Oui, c'est ça. Tu fais ça. Ah oui, t'as pris le congé parental. Ouais. C'est là qu'on sait que, tu vas à la crèche, quelle est la norme, en fait. Quand on est étonné de quelque exactement. chose, on se dit, la norme, elle est de l'autre côté, quoi. Ouais. Tu vas au square tout seul avec eux. Et tu fais quoi? S'il y avait que des papas qui étaient, que des profils de papas que je rencontre, évidemment, tout ça n'existerait pas parce que eux sont pas du tout dans cette logique-là, mais à l'opposé. Et... ils sont déjà proactifs dans le fait de s'emparer de la paternité et tout, donc forcément... ils investissent sur eux. Et c'est le plus bel investissement plutôt que de se cacher derrière le matériel. Et ils donnent de leur temps. La parentalité, finalement, elle doit se préparer, je crois, parce que moi, je vois l'autre jour, j'ai un ami qui est venu donc à la maternité, un petit atelier de 2 heures que je dispensais, à qui j'ai partagé des conseils. Et au retour, au domicile, un mois après, on se revoit et ils me disent pas qu'ils font l'inverse du conseil, des conseils de base que je leur ai partagés. Donc, en fait, on tire des bords, c'est-à-dire que quand le bébé arrive, on prend tout ce qu'on nous a dit, mais des conseils vraiment incontournables. D'accord. Et on commence à fabriquer un petit peu des choses à notre sauce, avec notre propre patte. Et sur des actions de prévention, il ne faut surtout pas mettre sa patte. Et on veut mettre sa patte partout. Et au bout d'un mois, on estime qu'on est expert. Et on commence à faire dormir le bébé sur le ventre, alors qu'on ne connaît pas du tout les mécanismes qui vont faire qu'on prend des risques absolument énormes. Et en fait, on est des inconscients qui s'ignorent. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on fait n'importe quoi, mais en même temps, quand ça passe, on ne s'aperçoit pas qu'on fait n'importe quoi. Et on finit en faisant un TikTok en disant « Regarde, c'est les 4 mois de Gabriel, je vous fais le débriefing ». Et c'est des choses qu'on voit beaucoup. Par contre, ceux à qui il est arrivé des horreurs, évidemment, eux, il n'y a pas de débriefing. Non. On ne les voit pas. Donc c'est pour ça, c'est que ça passe complètement en dessous du radar. Et on voit que le bien qui existe, parce qu'on veut que ce bébé égale bonheur. Alors qu'en fait, il existe beaucoup de situations absolument dramatiques. On rappelle quand même qu'il y a 2000 accidents domestiques tous les jours en France dans la tranche 0-6 ans, que c'est absolument énorme. C'est un drame absolu. Et la bonne nouvelle dans ce chiffre horrible, c'est que 90% d'entre eux sont évitables. Donc ça veut dire que c'est une question d'organisation. Voilà, alors après on peut tous, et la faute n'a pas de chance. Mais... tout ça est évitable. Donc, si on n'en a pas conscience, on débute la parentalité, un peu la fleur au fusil, en se disant qu'on va naviguer un peu un coup à droite, un coup à gauche, et que forcément, on va arriver de l'autre côté. Alors, l'enfant va grandir, oui, forcément, parce qu'il dit, oui, est-ce qu'on va y... En fait, c'est un piège, cette idée, on va y arriver. C'est un piège, parce que ça ne veut absolument rien dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, quand on ne sait pas où on va, on sait pas, on va forcément y arriver parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, on va forcément y arriver. Tu vois? Vrai. Donc, ça, c'est important. Et cette parentalité, quand on va plus loin, quand on regarde les chiffres de la dépression postpartum, c'est 20% des femmes qui font des dépressions sévères, donc elles ont plus que jamais besoin d'un coéquipier équipé pour cette aventure de la parentalité. Les syndromes bébé secoué, c'est 1 cas par jour. Les séparations, c'est 25% de la première année. Donc on voit bien que les tumultes postnatales, qu'on le veuille ou pas, ça existe. C'est pas un mythe, hein. Alors justement, dans le post-natal et tout ça, on parle... Finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait très peu de la biologie des pères. Il se passe aussi des choses physiologiques chez les hommes pendant la grossesse et même après. Alors, j'ai écouté un super épisode des Couilles sur la table intitulé « Y a-t-il un instinct paternel ?» Je vous mettrai la référence dans la description de l'épisode. Et j'ai appris que la testostérone des pères baisse de 30% pendant la grossesse de leur partenaire. Et cette baisse, elle est encore plus marquée quand le père est proche et impliqué. Également, on évoque un pic de cortisol au moment de l'accouchement qui correspondrait à un stress. Bon, j'imagine que accompagner sa compagne qui est en train d'accoucher, déjà, ça génère un stress. Mais au-delà de ça, ils disent que c'est une hormone du stress qui est liée à une espèce d'anticipation, en fait, dans l'attente de ce moment de l'arrivée du bébé. Oui. Et puis qu'ensuite, après, une fois que le bébé est arrivé, il y a un pic d'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, au
tout premier moment en fait où l'homme a son bébé dans les bras et donc là le lien peut commencer à se créer. Donc en gros biologiquement le corps des hommes se prépare aussi à devenir parents. Est-ce que est-ce que tu abordes les aspects un peu biologiques dans les ateliers et est-ce que ça aide les pères à se sentir légitimes quand ils comprennent que leur corps aussi est fait pour ça? Ben oui, c'est important parce que on pourrait croire qu'eux ne sont pas concernés, alors qu'en fait, oui, je m'appuie là-dessus, évidemment. C'est aussi important déjà de dire que au niveau du placenta, ils y sont pour la moitié responsables, donc c'est quand même eux aussi qui nourrissent leur bébé avant même qu'ils soient là. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont toujours intéressantes à savoir. Et l'appui de la science, ça leur donne envie de creuser, d'aller plus loin. Et surtout, c'est pas juste uniquement les conseils de Gilles, j'allais dire, c'est que vraiment là, c'est l'instance supérieure qui dit voilà, ça va se passer comme ça. Plus on a cette hormone comme ça de l'attachement, on va faire attention à son enfant, voilà. Et moins il y a de cortisol, et moins il y a de cris, de stress, de levée de voix, de mauvais comportements vis-à-vis de son enfant. Donc c'est important que, en fait, c'est un cercle vicieux. Et plus ils vont, et c'est ça qu'il faut qu'ils entendent, et plus ils vont le faire, et plus ils vont y prendre du plaisir. Et jusqu'à en devenir une drogue, j'exagère mais presque. Mais il faut absolument qu'il y ait cette initiation qui soit faite, qu'on casse les idées reçues, qu'ils rentrent dans cette brèche, qu'ils commencent à prendre du plaisir, qu'ils puissent se dire en fait ça m'appartient, je peux le faire et c'est génial. Alors dans ton livre Nouveau Papa, les clés de l'éducation positive, tu parles des pères Aka. Oui. Qui sont des pères d'une tribu. Par contre ça je l'ai pas. C'est Nord-Centrafrique, sud du Congo. Merci. Donc, qui consacrent donc ces pères-là 47% de leur temps à s'occuper de leur bébé et qui donnent même le sein aux enfants, donc sans allaitement, j'imagine, mais pour les faire patienter en fait, en attendant que leur mère revienne de la chasse. Alors, qu'est-ce que cet exemple nous dit sur ce qu'on considère comme naturel ou pas dans la paternité et sur nos modèles culturels aussi, je dirais? Alors ça dit beaucoup. Oui. Ça dit vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'on est face à des papas qui poussent la manette à fond, qui osent pleinement. Finalement, juste avec leur instinct, ils permettent de dire tiens, l'enfant est dans le cri, qu'est-ce que je peux faire? On le met au sein, ça lui permet d'activer la succion, ça libère de l'endorphine, donc ça permet de calmer l'enfant. Donc ils y vont, ils poussent la manette à fond de la parentalité, alors qu'ils sont dans le dénuement le plus total. Et voilà, donc ça nous dit que il faut pousser cette manette à fond et qu'on va forcément trouver des ressorts d'appui qui vont nous permettre de nous épanouir et d'aider son enfant efficacement dans cette parentalité. Je crois que c'est ça qu'on peut retenir. Et puis ça montre aussi, je dirais, enfin ça c'est pour ma part, parce que quand on lit quelque chose comme ça, on est toujours étonné, mais à quel point aussi nos représentations culturelles à nous, elles sont ancrées, et à quel point quelque chose comme ça peut nous surprendre. Enfin... Et en même temps de se dire on n'a pas, enfin encore une fois en fait je suis le produit d'une culture spécifique avec une vision des choses et des stéréotypes et des normes. Oui. Et ça permet aussi de réfléchir un peu en dehors de la boîte. Exactement. Oui, c'est ça. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils s'épanouissent dans leur parentalité. Et c'est ça aussi qu'il faut dire aux hommes contemporains en France, qu'ils peuvent s'épanouir, que la parentalité, ça peut être aussi une source d'épanouissement. Il n'y a pas que le travail ou que le loisir. Oui. C'est aussi de se dire, d'épouser pleinement tous les contours de cette parentalité, tous les avantages et inconvénients aussi. Ça va permettre de faire jaillir de moi une nouvelle personne. Et c'est aussi intéressant d'aller à la rencontre de son nouveau soi. C'est clair, en tant qu'affaire, allons le rencontrer. Alors pourquoi, selon toi, on a besoin d'aller chercher des exemples dans d'autres cultures, justement, donc là on parlait des Aka, pour montrer que les pères peuvent être aussi investis que les mères? C'est aussi pour dire que voilà, quand on est au rendez-vous de la vie, il peut se passer des choses et qu'on peut devenir un alternatif égalitaire. Et je crois que c'est ça qu'il faut viser en postnatal, c'est-à-dire de permettre à l'enfant d'avoir d'être reconnu comme une source de réconfort émotionnel au même titre que la maman le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je dis au papa, investissez-vous de manière précoce, active et intense, de manière à devenir cet alternatif égalitaire et
Donc, ça va non seulement renforcer le lien avec l'enfant, mais aussi permettre à la maman de marcher rapidement sur sa jambe de femme. Parce qu'elle n'est pas maman à vie. Elle, son souci, entre autres aussi, une fois que la question de est-ce que je suis une bonne maman, entre guillemets, donc une fois qu'on a répondu oui à ça, c'est quand est-ce que je vais redevenir la femme que j'étais. Elle va pouvoir marcher sur sa jambe de femme à partir du moment où, quand elle va confier son enfant, je fais exprès de dire ça comme ça, à son conjoint et que ça se passe bien, finalement, elle peut remarcher sur sa jambe de femme et c'est important pour son équilibre psycho-émotionnel. Au regard des chiffres qu'on a partagés tout à l'heure, dépression postpartum, séparation de couple. Donc, en fait, moi, je parle souvent des pouvoirs invisibles du rôle de père, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas mis en avant, très peu, et finalement, en fait, ils comptent pour beaucoup. Juste une parenthèse, si tu me permets, on a permis aux hommes de rentrer dans les maternités par le biais d'une étude. L'étude a prouvé que l'ocytocine naturelle qu'amenait la présence de l'homme était importante, parce que toutes les femmes ont de l'ocytocine de synthèse. On a dit, tiens, faites rentrer les hommes. Donc tout ça, ça fait partie des pouvoirs insoupçonnés du rôle de père. On ne dirait pas, mais il est très utile. Voilà, donc ça, si on ne leur dit pas, il dit, c'est à l'accouchement, c'est elle qui accouche, elle n'a pas besoin de moi. Donc moi, je reste sur le côté. Alors qu'en fait, quand on leur dit, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut ramener du concret pour justifier, si j'ose dire, leur démarche d'implication. Et quand c'est clair, ils y vont. Voilà. Super, en tout cas ça fait du bien de t'écouter et de se dire qu'il y a quand même aussi pas mal d'hommes qui veulent prendre les choses en main, qui veulent être des bons pères, être présents pour leur compagne et avoir une répartition des rôles vraiment le plus égalitaire possible, donc ça fait du bien à entendre. Donc on l'a dit en intro, dans notre modèle de société, l'homme reste encore largement assigné à la fonction de gagne-pain, c'est l'expression qu'on utilise. Est-ce que tu penses que ça, c'est le vrai obstacle, le fait qu'on attende encore des hommes qu'ils rapportent l'argent, plutôt qu'ils s'occupent des enfants ? Oui, c'est le vrai obstacle. Ouais. C'est exactement ça. La configuration de la société, quoi. Oui, c'est ça. Et ça commence par la proposition, pour lisser tout ça, de cette question de l'inégalité des salaires. Tant qu'il y aura ça, on pourra mettre tous les congés qu'on veut. Alors évidemment, ça va aider. Mais le vrai changement, il viendra le jour où il n'y aura aucune disparité salariale entre les hommes et les femmes. Oui, c'est ça. Et qu'il y aura un congé parental que chacun peut prendre de la même durée. Exactement, exactement. Comme en Suède, par exemple. Et oui, qui sont quand même des modèles qu'on aime, mais on s'en aspire pas tant que ça, finalement. Mais ça avance. Ça avance. Moi, quand j'ai débuté il y a 10 ans, j'étais raillé. C'était pour les... J'ai entendu de tout, vraiment, sur les réseaux. J'ose même pas le dire. C'était pour les faibles. Ah oui, oui. Okay. On imagine bien. Ça sert à rien. Je vais pas passer tout ça. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc ça veut dire que quand même, il y a un regard global qui a changé. Oui, il y a un regard qui a changé. C'est déjà super. Comment est-ce que les pères que tu accompagnes vivent justement cette tension entre vie professionnelle et vie familiale ? Est-ce que ceux que tu encadres, par exemple, ils sont un peu dans la négociation du congé paternité plus long, d'un temps partiel, des choses comme ça, où c'est encore très rare ? D'une manière générale, ce qui me rapporte, c'est que c'est pas facile. C'est un sujet délicat. Malgré le fait qu'il y ait des dispositifs, de plus en plus, là j'ai pu faire une conférence pour EDF, notamment entre autres récemment, où il y avait vraiment des dispositifs très intéressants. Donc, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens, mais aussi l'envie. Voilà, donc ça reste quand même pour certains avec des petites réflexions, genre on n'oublie pas que c'est elle qui est enceinte, c'est pas toi. Voilà, des petites réflexions donc quelque part c'est pas ta place encore une fois. Qui te signifie que faut pas non plus que tu t'emballes, et des menaces même de changement de poste. Voilà, on m'a raconté plein de choses. Si tu reviens, il y aura quelqu'un d'autre. Donc. Waouh, ok, ouais, donc c'est vraiment pas avancé au niveau des entreprises. Enfin. C'est soit très, oui, parce soit que pas là, du tout. Tu citais EDF qui par exemple font des efforts dans ce sens-là. Mais dans apparemment plein d'autres boîtes, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, ça reste compliqué. Alors du coup, c'est aussi un frein. Ça participe au frein et ça maintient les stéréotypes dont tu parlais. Dont on parlait justement, ouais. Qu'est-ce qui devrait changer au niveau des politiques publiques ou des entreprises pour permettre aux pères de s'impliquer davantage, selon toi ?
Le congé, on en a parlé récemment, là, le congé parental égalitaire. Ouais, on y revient juste après, justement. Ouais. D'accord. On va en Et parler. puis surtout l'égalité salariale, quoi. Voilà, parce qu'on va tourner en rond tant qu'on n'aura pas ça. Parce que ça permettrait de se poser les bonnes questions. Tandis que là, la question, évidemment, elle est matérielle, de se dire, alors qui gagne le plus, ok, c'est toi qui prends le congé parental. Comme c'est évidemment l'homme qui gagne le plus, souvent, oui, c'est lui qui va, comment dirais-je, repartir donc travailler et voilà, alors qu'en fait, ils peuvent être de formidables papas à la maison. Et pour certains, même qui arrivent à prendre ce congé parental d'éducation, ils s'épanouissent vraiment. C'est une révélation, il faut le dire. Et ils ne s'imaginaient pas qu'ils puissent prendre autant de plaisir à s'occuper de leur enfant, à être des hommes au foyer. Alors, je te propose de parler un peu du cadre légal, justement. On commençait à en parler, du congé paternité. Aujourd'hui, en France, le congé paternité, c'est 28 jours au total, dont seulement 4 jours réellement obligatoires. Et à partir de juillet, donc 2026, de cette année, un nouveau congé supplémentaire de naissance permettra à chaque parent de prendre 1 ou 2 mois supplémentaires, mais qui ne seront indemnisés qu'à 70%, puis 60% du salaire du parent en question. Est-ce que tu penses que c'est une avancée suffisante ? Et qu'est-ce que ça change concrètement, ou qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans l'implication des pères, par exemple, que tu accompagnes ? Suffisant, non, parce que c'est jamais assez suffisant, on va dire, tant qu'on n'est pas arrivé vraiment à des modèles comme ceux des pays nordiques. Mais c'est une belle avancée. Il faut pas oublier. Moi, quand j'ai débuté, on avait 3 jours, point, quoi. C'est fou. Donc là, on a fait un pas, mine de rien, qui est énorme en 10 ans à peine. Et c'est rare, les avancées sociétales comme ça, en si peu de temps, avec un si grand écart oui, c'est en vrai, avant. C'est vrai, passer de 3 jours à maintenant un mois. Et un mois qui est vraiment insuffisant, on est tous d'accord. Mais c'est toujours ça de plus. C'est énorme. Moi, je ne pensais pas en si peu de temps. Donc, puis surtout que là, la dernière, alors j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais la dernière avancée, c'était il y a 2 ans, je crois, maximum, où il y avait... le 1 mois, justement. Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc ça a 2 ans. Maximum, parce que je me rappelle, il y avait eu des appels de journalistes, etc. Et donc c'est encore tout frais. On saute des marches 3 par 3, si on regarde à l'échelle du temps. Donc finalement, non, c'est très très bien. Donc on est quand même sur une bonne dynamique de ce point de vue-là. Mais voilà, il faut continuer les efforts. Tu as bien raison. Et on va y arriver tous ensemble. Si tu devais donner un conseil concret à un futur père qui écoute ce podcast, ce serait quoi ? C'est difficile. De faire attention aussi, on veut dire une prévention. Quand on dit je vais faire de mon mieux, d'accord ? Mais faire de son mieux sans appui concret et solide, en fait, c'est prendre le risque de faire n'importe quoi. Donc, de ne pas tomber dans le piège de dire, je vais faire de mon mieux, donc je vais forcément, voilà. Oui, quand on va faire de son mieux, quand on a quelques bases, on va faire de son mieux. Mais quand on n'a aucune base, on ne peut pas faire de son mieux. C'est un piège qui nous est tendu, et quand on voit les chiffres de la parentalité, il vaut mieux prévenir que guérir, surtout que souvent, on ne peut pas guérir. Moi, je prône cette implication précoce, active et intense, que aussi c'est une source d'épanouissement insoupçonné et dans laquelle il peut vraiment se révéler. Voilà, il faut oser cette paternité engagée. Aussi prévenir que c'est important que l'enfant va activer par effet miroir toutes nos blessures émotionnelles et que ça peut être violent pour nous. Il vaut mieux être averti, qu'on risque même de se surprendre soi-même, d'être surpris par les réactions de son conjoint parce que c'est une spécificité. Et du coup, ça nous entraîne à dire que il vaut mieux pour la partie éducative être prêt plus que jamais pour ça, de 1 jusqu'à 6 ans, parce que ça va faire mal, mais ça va nous faire mal à nous. Principalement. Alors l'enfant, évidemment, c'est la violence parce qu'il n'y a que la violence émotionnelle, parce qu'il n'y a que le cerveau émotionnel qui fonctionne. Pour nous, ça va chercher des blessures qu'on avait enfouies, ça va les réveiller. C'est comme si d'un coup, vous ouvriez la plaie, vous remettiez du gros sel dessus. Ah oui, voilà, ça va faire extrêmement mal. Donc voilà, il vaut mieux se préparer pour éviter d'être dans cette situation réflexe de l'attaque que nous imposera le stress et d'avoir la mauvaise réaction. Et au final, le cumul des mauvaises réactions, ça nous entraîne à remplir le réservoir des regrets, alors que à l'inverse, le cumul des bonnes réactions, parce que c'est
surtout ça, c'est le cumul de la bonne réaction qui fait qu'on va remplir le réservoir des souvenirs. Et avoir un enfant, c'est remplir le réservoir des souvenirs, c'est pas passer au travers. Et ce qui se passe, c'est que le temps de la parentalité, c'est le temps de la rapidité, et on a vite fait de se retourner. Moi, je le sais parce que depuis toutes ces années, je connais plein de personnes que j'ai croisées et qui m'ont dit j'aurais aimé faire ce rendez-vous. Pourquoi ? Pour cette prise de conscience, parce que le temps passe tellement vite qu'on se retrouve et finalement on se rend compte qu'on a rempli le mauvais réservoir. Et on ne peut pas revenir en arrière. Et moi, je me plais souvent à dire, c'est one life, one way, one time. On n'a pas deux possibilités de bien faire. Donc autant s'y préparer pour faire en sorte que les choses se passent pour le mieux et surtout pour armer son enfant pour la suite des événements pour lui. Alors, qu'est-ce qui te donne de l'espoir ou au contraire, qu'est-ce qui te décourage parfois dans le domaine ? Ce qui me décourage, des fois, c'est des réflexions de certaines personnes qui sont complètement à l'ouest et qui n'ont pas compris le monde dans lequel on vit maintenant et les avancées qui sont encore sur des modèles archaïques. Voilà. Des modèles archaïques qui reviennent un peu en force en plus dans le climat actuel, politique, etc. Oui. Ça, c'est des fois, c'est décourageant, mais moi, ça me remonte vite le moral parce que les papas que je croise, ils sont à l'opposé de cela. Donc finalement, c'est une vraie ressource pour moi aussi de réconfort émotionnel, d'espoir, d'enthousiasme. On passe de tellement grands moments, ça vaut de l'or. C'est vraiment magique. Et j'ai un tel bonheur à les rencontrer, à partager, à rigoler, parce qu'on rigole beaucoup, parce qu'il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'on soit enthousiaste. Il faut que déjà ce premier rendez-vous de projection, il soit sous le meilleur des signes pour qu'ils aient la bonne impulsion pour partir dans la bonne direction. Voilà. Est-ce que je peux souligner quand même que grâce à toi, il existe donc des groupes WhatsApp de papas, qui est quand même un truc, je pense, qui doit pas être le truc le plus répandu. Vous me direz peut-être dans les commentaires ou quoi, mais moi, j'ai jamais entendu parler de groupe WhatsApp avec que des papas qui discutaient du fait d'être des papas et de leurs enfants et tout. On voit que quand on leur offre la possibilité, ils se prennent le sujet à cœur, donc ça, ils en parlent et c'est un sujet qui les intéresse. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà, sauf qu'il faut que ce soit labellisé papa, il faut qu'on puisse lever ces freins un peu qu'on a, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, tout ce doute, toute cette crainte qu'on peut avoir, est-ce que ça m'appartient pas. La peur de se confier aussi, parce que tu parlais de ça, je crois, justement dans un de tes livres, où tu disais que parfois les hommes ont reçu dans leur éducation un peu une injonction à pas forcément exprimer ce qu'ils ressentaient, etc. Et que donc, forcément, ça crée un espèce de mur, j'imagine. Complètement. Et moi, j'ouvre toujours le rendez-vous en disant ici, c'est un espace de non-jugement. Donc, chacun dit ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il a à dire, parce qu'en plus, il y a des profils de papa qui sont complètement différents, des démarches et des process de parentalité. Vraiment, il faut que chacun puisse dire ce qu'il a à dire et qu'il se retrouve jamais avec un jugement d'un voisin. Et c'est jamais arrivé. Et c'est toujours dans une hyper bienveillance. Et je trouve ça génial parce que c'est extrêmement ressourçant. Et du coup, ça permet de garder le fil avec tous ces hommes, garder le lien et continuer aussi, parce qu'à par la suite, évidemment, il y a des difficultés. Mais quand on a des difficultés et qu'on les partage et qu'on s'enrichit des astuces des autres, on les réduit. Oui, on se sent moins seul. C'est hyper important. Pour finir, dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent, qu'elles soient parents ou pas encore ? Un message ? En fait, le message que je peux partager, c'est que la vie, c'est l'inconnu. Et que l'inconnu, c'est la crainte. L'inconnu, c'est la retenue. C'est un peu ça aussi qui se passe pour les hommes dans la parentalité. Et que les interrogations du fait qu'on soit dans l'inconnu, elles seront toujours là. Je pense qu'il faut se faire une raison. Croquer la vie à pleines dents, parce que l'inconnu n'est pas une raison suffisante pour se gâcher la vie. Voilà. Merci sur ces belles paroles, Gilles. Je te remercie vraiment pour ton témoignage et ta présence dans le podcast. Alors, c'est pour quand ? Et si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et laisser 5 étoiles. Au revoir. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!